Alors, bonjour tout le monde. Comme d'habitude, je vais commencer par les rappels de ce que nous avons vu la dernière fois. Alors, il y avait ce qu'on a appelé la normale, et après le repère de Darboux. Et avant de parler de... Donc, on a commencé par parler de la normale orientée. Pour cela, on aura besoin d'une sigma nappe simple. Alors, elle est de classe CK, bien sûr, K supérieur ou égal à 1. Défini par la paramétrisation qui à chaque x, qui est x qui est défini de d à valeur dans R3 et qui à chaque couple UV, on fait associer x UV. On a parlé de la normale orientée comme premier élément, normale orientée. C'est à l'instar des courbes. Donc pour UV appartient à D, on va poser n égale NUV, pardon, au point UV est égal la dérivée de x par rapport à la dérivée de u vectorielle, la dérivée de x par rapport à des rangs v. Alors, on a aussi utilisé le difféomorphisme θ, qui est défini de D1 à valeur dans D et qui à chaque I1, V1, on fait associer UV, un difféomorphisme bien sûr, difféo, pour lequel donc on a une reparamétrisation de la surface par la paramétrisation x1 définie par x rho θ. Et donc on a défini la n associée à cette nouvelle paramétrisation. Donc c'est n1 au point I1 V1, la dérivée de x1 durant I1 vectorielle, la dérivée de x1 durant V1. Finalement, donc, après avoir fait les calculs nécessaires, on a trouvé que c'est le jacobien de θ au point I1 V1 fois NUV. Et par la suite, on a défini un nouveau vecteur H qui s'appelle HUV, alors qui est défini par NUV sur la norme de NUV. Et ce vecteur-là s'appelle le vecteur normal unitaire. Le vecteur normal, on aime à la nappe orientée. Donc, c'est le vecteur normal, on aime, MUV, pardon, A, C, U. Alors, on a parlé des caractéristiques de H. Alors, il a comme caractéristique, c'est un invariant géométrique, ça veut dire qu'il ne dépend pas du choix il est indépendant du choix de la paramétrisation, mais euh, il ne dépend que de l'orientation. Ça veut dire il dépend de l'orientation de la nappe géométrique que vous avez. Donc, après, on a parlé du repère de Darboux. Donc, B, on a parlé de repère de Darboux. Alors, le repère de Darboux, c'est un repère qui est défini par, comme suit. Donc, vous avez M, taux
G et H. C'est un repère orthonormé et direct avec taux appartient à Tm, ça veut dire elle appartient au plan tangent, au point M à la surface. H, c'est le vecteur HM, ça veut dire c'est le vecteur unitaire normal, le vecteur normal, unité, on aime, assez humain. Et le G qui complète le repère, c'est le produit vectoriel de taux et H. Ah, là, c'est l'inverse. Donc, je vais inverser. Sinon, c'est moins taux H. C'est égal à H vectoriel taux. Ceci d'une façon générale, mais lorsqu'il existe un certain gamma arc régulière, si vous avez un gamma arc régulière orienté de classe CP et avec bien sûr P y compris entre 1 et K, et que vous avez tracé sur sigma et que vous avez une paramétrisation S, P de S normale, alors le repère de Darboux devient le repère suivant. Repère de Darboux, repère de Darboux, c'est le repère défini par P de S, c'est le point M, taux de S, G de S et H de S. Avec S, bien sûr, c'est l'obsession de la courbe gamma. Ça veut dire en d'autres termes que, d'une part, donc, je vais dire que le repère il est associé au point, au couple P de S, taux de S. Et ici, le taux de S représente le vecteur tangent, ou bien la tangente de P. Alors, on a parlé un petit peu on a passé à chercher les courbures, les courbures les courbures qui sont liées au repère de Darboux. Ça veut dire pour pouvoir représenter, pour pouvoir en fait chercher les formules, il y a la formule de Darboux. On a passé par chercher ρ n, ρ g et la torsion géodésique. Alors, on a dit que ρ n représente la courbure géodésique, la courbure normale, pardon, la courbure normale. Nous avons relevé, c'est la courbure géodésique. Et taux G, c'est la torsion. Torsion géodésique. Les formules de Darboux sont données comme suit. Donc, c'est D de taux ds qui est égal à ρg G plus ρm H. La dérivée de G par rapport à S égale
moins ρg tau moins θg h. La dérivée de h par rapport à s, c'est moins ρn tau plus tau g. Alors, on a parlé de quelques remarques. Donc, il s'agit euh, ρn, 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 ρg et θg. Ce sont des invariants géométriques. Ils ne dépendent que du choix du point M. Ils ne dépendent de M, tout simplement. Dépendent de M seulement. Donc, la deuxième remarque, on a dit que M, si M est un point d'inflexion, M est un point d'inflexion, alors ρn est égal au ρg est égal au 0. Donc, pour un autre point, on a parlé du calcul on a calculé D, calculer ρn, calcul ρn, ρg et θg en fonction de ρ et θ. En fonction ρ et θ, c'est la courbure et la torsion du repère de Freinet. Donc, c'est avéré que nous avons ρn qui est égal à ρ sinus alpha. C'est ρ, ici c'est ρg. ρn, c'est ρ cosinus alpha. θg, c'est θ moins d alpha sur df. Après, on a parlé de la deuxième forme quadratique. Donc, en commençant par chercher à calculer la courbure normale via la formule, à chercher la courbure normale. Donc, on a retrouvé que, donc, comme résultat, donc, on a trouvé que ρn, ça se calcule, ρn, ça se calcule comme L lambda au carré plus 2 M lambda mu plus N mu au carré. Alors, divisé par E fois lambda au carré plus 2F lambda lambda mu plus G mu carré. Alors, bien évidemment, si vous remarquez, donc, vous avez ici cette partie représente la première forme quadratique. Et donc, là, c'est la première forme quadratique. On verra qu'est-ce que c'est que la deuxième, ce qui est en numérateur. Mais avant tout, donc, je dois quand même mentionner c'est quoi les L et les M et le N. Alors, L, on a défini L comme étant 1 sur H, déterminant de dérivée de M par rapport à I, des rangs de M par rapport à V, des rangs au carré
de M par rapport à I carré. M, c'est 1 sur H déterminant des rangs de M, des rangs I, des rangs de M, des rangs V, des rangs au carré M, des rangs I, des rangs V. Et le N représente le 1 sur H déterminant de des rangs M sur des rangs I, des rangs M sur des rangs V, des rangs M, des rangs au carré sur des rangs V au carré. Alors, par suite, on a défini donc la première, donc ce qui est en numérateur, représente exactement ce qu'on appelle la deuxième forme quadratique. Donc, la deuxième forme quadratique, la deuxième forme quadratique est définie comme suit. Donc, c'est phi de M appliqué à V qui est égal à L lambda au carré plus 2M lambda mu plus M mu carré. Alors, comme remarque, donc, nous avons vu nous avons dit que si on change en sens opposé, l'orientation de sigma, la forme quadratique, la deuxième forme quadratique changeait en sens opposé. Donné quelques cas, ou bien quelques cas particuliers par rapport à le calcul, au calcul, c'est pas quelques, mais le cas particulier, c'est le seul cas que nous avons, bien évidemment. Donc, il s'agit de la paramétrisation cartésienne. Ça veut dire lorsque vous avez, donc, pour la paramétrisation cartésienne, la paramétrisation qui est définie par la chose suivante, l'équation c'est z est égal à f de x, y. Ça veut dire que la paramétrisation, c'est la paramétrisation suivante. Donc, x, y, f de x, y. Après avoir fait les calculs nécessaires, donc on a trouvé que phi de m, donc la deuxième forme quadratique associée à ce genre de paramétrisation, lambda durant m sur durant i, c'est exactement ce que représente en fait le vecteur v. On a dit que le vecteur v, c'est un vecteur de l'espace tangent, le plan tangent. Donc, c'est des rangs m sur des rangs y est égal à 1 sur racine carrée de 1 plus p carré plus q carré r lambda carré plus 2s lambda mu plus t mu carré. Avec bien sûr r, c'est la dérivée. Donc avec, je peux mentionner ça. Donc vous avez avec, r représente la différentielle par rapport à x au carré. Oui, x, y. S égale la différentielle dérivée au carré f des rangs x, des rangs y, x, y. Et le t représente la différentielle, bien la dérivée partielle de f par rapport à y au carré. D'ordre 2, bien sûr. Et x, y. Nous avons p, c'est la dérivée partielle de f par rapport à x. Et le q, c'est la dérivée partielle de f par rapport à y. Alors, un résultat qui sera donné tout de suite.
Après cette étude, nous avons M et elliptique, théorème elliptique. Si seulement si phi de M est défini positif. Défini positif ou négatif. Défini positif ou négatif. Alors, nous avons M est hyperbolique. M est hyperbolique. Si seulement si phi de M est non dégénéré. Et non dégénéré. Ou bien non défini. Nous avons M et parabolique, équivalent à dire que phi de M est dégénéré. Alors, on a défini l'endomorphisme associé à la deuxième forme quadratique. Alors, comme suit, donc endomorphisme associé, A phi de M, c'est l'endomorphisme psi M, appliqué à chaque vecteur de plan tangent des rangs I plus mu des rangs M sur des rangs V qui est égal moins lambda des rangs H M sur des rangs I moins mu des rangs H M sur des rangs V. Alors, on a dit que l'endomorphisme CM est symétrique. Et voilà, donc on passe à la relation avec la seconde forme fondamentale. Donc, voilà l'endomorphisme, donc la relation avec la seconde forme fondamentale, il s'agit de la relation suivante. Nous avons psi M appliqué à V1, V2. Avec V1 et V2 sont deux vecteurs de l'espace du plan tangent. C'est L lambda 1, lambda 2, plus M, mu 1, lambda 2, plus lambda 1, mu 2, plus N, mu 1, mu 2. Voilà. On a parlé de la torsion géodésique. On a cherché à exprimer la torsion géodésique
par les formes fondamentales. Donc, nous avons la torsion géodésique qui s'écrit comme suit. Donc, taux G, c'est égal à moins 1 sur H. Il y a un numérateur, il y a beaucoup de calculs dedans. Donc, vous avez EN moins FL lambda carré plus EN moins GL lambda mu plus Fn moins Gm mu carré. E lambda carré plus 2F lambda mu plus G mu au carré. Et pour la torsion géodésique, on distingue entre des cas. Donc, nous avons euh, ce calcul que nous venons en fait de citer, c'est lorsque vous avez le plan tangent est engendré par une base, si le TM est engendré par le TM engendré par le système des rangs M, des rangs I, des rangs M, des rangs V. Nous avons ce calcul. Pour le deuxième cas, donc Tm est engendré par une base orthonormée, engendrée par une base orthonormée. Alors, donc la base choisie, c'est la base IG, et le θ G se calcule de la façon suivante. I, G, θ G, ça se calcule de la façon suivante. Regardez, c'est égal à moins C sinus phi cosinus phi moins B cos carré phi moins sin carré phi avec bien sûr donc représente A représente le produit scalaire de I, scalaire psi M appliqué à I, qui est égal à phi 2 de M appliqué à I. B représente I scalaire psi M appliqué à G. C'est G scalaire psi de M, Cm, pardon, Cm appliqué à I. Le C, c'est G scalaire psi M appliqué à G, c'est phi 2 M appliqué à G. Maintenant, donc, on va étudier le dernier cas, c'est le cas où Tm est engendré par les vecteurs proposés par les vecteurs propres, pardon, les vecteurs propres par psi m, de psi m. Donc, c'est l'objet du paragraphe.
suivant. Donc, on choisit IM, la base du plan tangente, c'est assignement, on aime. Former de vecteurs propres de l'endomorphisme CM, une telle base existe toujours. Et le permittant, donc en permettant au besoin IEG, on peut supposer que IGH est une base orthonormée directe de R3. Et d'après les notations du paragraphe précédent, la matrice de l'endomorphisme CM devient A00. C. Donc B prend la valeur 0. Donc, où A et C sont respectivement les valeurs propres de I et G, on obtient la courbure normale et la torsion géodésique dans la direction du vecteur tangent tau, vecteur tangent cosinus phi, sinus phi, comme suit. Donc, vous avez rho n est donné par A cosinus au carré phi et tau G, c'est A moins C sinus phi cosinus phi. Voilà, et par suite, donc, nous avons la définition suivante. AM, un point de la nappe sigma, on appelle la direction principale ou la tangente principale toute droite, tangente à sigma, on M, dirigée par un vecteur propre de l'endomorphisme psi M, associé à phi de M. Donc, les vecteurs principaux sont les vecteurs propres de psi M. C'est une nouvelle appellation. Alors, voilà, donc on passe à la proposition suivant un résultat immédiat. Donc, le résultat immédiat, c'est le résultat suivant. Donc, pour qu'un vecteur V tangent à sigma en M soit principal, il faut justifier qu'il existe un nombre ρ tel que si M de V est égal à ρ V, avec bien sûr V, c'est un vecteur de tangent à sigma. Le ρ, c'est la courbure du repas de Freinet et V et psi M, c'est l'endomorphisme associé à la deuxième forme quadratique. Donc, on dit que ρ est la courbure principale associée à V.
Alors, par la suite, alors comment peut-on en fait euh, expliquer ce fait, donc le fait d'avoir cette courbure principale? Donc, en effet, la courbure normale est donnée par la formule suivante, par rho n qui est égal à rho, avec rho si m, c'est l'endomorphisme associé à phi de m, et phi de m, c'est la forme fondamentale, la deuxième forme fondamentale, phi 1 de m, c'est la première forme fondamentale. Alors, on remarque que l'endomorphisme psi m donc, peut avoir soit deux valeurs propres distinctes ou bien une seule valeur propre distincte. Et on va discuter les deux cas. Quand il s'agit du premier cas, lorsque psi m admet deux valeurs de rho distinctes, donc on va supposer l'existence d'une certaine base, base orthonormale IG. Donc, c'est la base de TM, la base de l'espace, le plan tangent, constituer les vecteurs propres de psi m. Il vient que psi m appliqué à I est égal à rho 1 I. Et psi m appliqué à G, c'est égal à, voilà, psi m appliqué à I, c'est rho 1 I. Psi m appliqué à G, c'est rho 2 G. Donc, on reporte dans l'expression donc, de psi 2 de M. Psi 2 de M, n'oublie pas qu'il y a une relation qui est liée le repère de Freinet avec les formes quadratiques et le rho, les courbures du repère de Darboux. Donc, nous avons phi 2 de M appliqué à cosinus phi I plus sinus phi G, c'est rho 1 cos carré, phi 2 sinus E carré de phi. Alors, et comme rho n est égal à rho 1 cos carré phi plus rho 2 sin carré phi, et taux G c'est égal à rho 1 moins rho 2 sinus phi cos phi, on remarque que rho n est compris entre rho 1 et rho 2. Donc, les courbures principales sont les extrêmes de rho n lorsque phi varie entre phi et 0,2 pi. Et la torsion de G est nulle dans une direction si et seulement si cette direction est principale. Voilà, donc ce que nous avons à retenir de cela, donc vous avez, si l'endomorphisme admet deux valeurs propres, donc seront notées par rho 1 et rho 2. Et nous avons la courbure et la torsion qui se calculent en utilisant rho 1 et rho 2 comme courbure, et ils s'appellent les courbures principales. Et nous avons la caractérisation lorsque la torsion est nulle, ça veut dire que la direction est principale. Le deuxième cas, lorsque si M a une seule valeur propre, rho 1 est égal à rho 2 est égal à rho, dans ce cas, l'endomorphisme psi M est réduit à une homotité de rapport rho. Il vient que psi 2 de M appliqué à cosinus phi plus I plus sinus phi G est égal à rho. Donc, bien évidemment, lorsqu'il s'agit de ce cas-là, donc rho n est égal à rho et par conséquent, la torsion est égale à 0. Dans ce cas, toute direction est principale. Donc, c'est ce que nous avons à retenir de cette partie-là. Après, qu'est-ce que nous avons? Alors, tout de suite, une définition qui vient. Donc, nous avons un point M d'une nappe sigma est appelé un point ombilique si toute direction tangente en ce point est principale. Donc, la direction principale, déjà donnée au-dessus. Donc, la direction principale
si toute vecteur, si toute droite qui engendre, pardon, si toute droite tangente à sigma en M, dirigée par un vecteur propre. C'est la direction principale, dirigée par le vecteur propre de l'endomorphisme. Alors, donc, si toute droite représente en ce point-là une direction principale, donc on dit que le point est le point ombilique. Alors, maintenant, en tenant compte de l'expression de la courbure normale dans la direction du vecteur unitaire, donc, nous avons phi de m appliqué à temps, c'est égal à rho 1 est égal à rho 1 cos carré phi plus rho carré sinus carré phi. Et on peut conclure les remarques suivantes. Donc, si M n'est pas un point ombilique, alors M est elliptique si ρ1, ρ2 supérieur à 0. S'il est inférieur à 0, le point est hyperbolique. Si ρ1 fois ρ2 est égal à 0, donc le point est parabolique. Maintenant, si M est un point ombilique, ça veut dire que ρ1 coïncide avec 2, coïncide avec ρ. Et on a M est elliptique si ρ est différent de 0, mais M est parabolique si ρ est égal à 0. Alors, une nouvelle caractérisation des directions principales. Donc, on suppose que M est un point de sigma qui n'est pas un point ombilique. Un point ombilique, ça veut dire toute direction est principale. Deux directions du plan tangent en M à sigma sont des directions principales, si et seulement si directions sont orthogonales et conjuguées. Donc, et on va voir la démonstration. Alors, on va supposer que M appartient à sigma. Vous avez un M appartient à sigma. Et alors, qui n'est pas ombilique, donc si M ne satisfait pas la condition de tout à l'heure, si M admet deux valeurs propres, donc nous avons ρ1 et ρ2 de psi M, avec bien sûr ρ1 est différent de ρ2. Et alors, soit IG une base orthogonale de vecteurs propres de psi M, suppose qu'il existe un certain IG, avec bien sûr, on a dit que psi M appliqué à I, c'est ρ1, ρ1I. Si M appliqué à G, c'est ρ2G. Nous avons deux vecteurs V1 et V2, avec V1 est égal à lambda 1 appliqué à I, plus mi1 appliqué à G, V2, lambda 2 appliqué à I, plus mi2 appliqué à G. Alors, ça veut dire quoi? V1 et V2 sont conjugués. Orthogonaux et conjugués, ça veut dire la chose suivante.
Donc, V1 et V2 sont orthogonaux et conjugués, conjugués. Ça veut dire quoi? Il est équivalent à dire que V1 scalaire V2 est égal à 0. V1 scalaire psi MV2 égale 0. Donc, on va développer ces écritures-là. Donc, nous avons ça, V1 scalaire V2, permis de comprendre que lambda 1 fois lambda 2 plus mi 1 mi 2 égale 0. Nous avons, pour la deuxième, donc, permis de conclure que rho 1, lambda 1, lambda 2 plus rho 2, lambda mi 1, mi 2 égale 0. Équivalent à dire que lambda 1, lambda 2 est égal mi 1, mi 2. Mais rho 1, rho 2 fois mi 1, mi 2 égale 0. Alors, donc, c'est équivalent à quoi? Équivalent à dire que lambda 1, lambda 2 est égal mi 1, mi 2 égale 0, car rho 1 est différent de rho 2. Équivalent à dire que lambda 1 égale 0, lambda 2 égale 0, et ici lambda 1 égale 0 et mi 2 égale 0, mi 2 égale 0, ou bien lambda 2 égale 0 et mi 1 qui est égal à 0. Mi 1 égale 0. Donc, ou bien, oui, par V1 et V2 sont deux vecteurs qui sont non nuls. Et V2 sont non nuls. Ça veut dire quoi? Donc, ceci est équivalent à dire que V1 égale mi 1 G, V2 égale mi 2 G. Ou bien, donc V1 égale à lambda 1 I, V2 est égal à lambda 2 G. Donc, on a dit que I et G, ce sont deux vecteurs propres de psi M. Ça veut dire que, puisque V1, il est engendré, il est dirigé par I, V2 dirigé par G, donc V1 et V2 sont directions principales, sont deux directions principales, des directions principales.
Alors voilà, donc, l'objet donc, c'est la démonstration du théorème de la proposition que vous venez de voir. Donc, soit M un point de sigma qui n'est pas un point ombilique, de direction du plan tangent en M à sigma sont des directions principales si seulement si ces directions sont orthogonales et conjuguées. Donc, V1 et V2 sont orthogonales et conjuguées. Alors, après avoir fait toutes les trucs nécessaires, donc les équivalences nécessaires, on trouve que V1 et V2 sont les directions principales. Maintenant, la détermination est fixée des directions et courbures principales. Donc, détermination des directions principales. Nous avons sigma, une nappe définie par la paramétrisation F. Nous avons le V représente un vecteur à sigma en M, qui est principal. Il existe un réel ρ vérifié si M de V est égal à ρ V, comme si la direction est principale. Au ρ, c'est la courbure principale relative à la direction V et s'ensuit le système suivant. Donc, nous avons le système suivant. Donc, M de V, scalaire, la direction dérivée de M par rapport à U est donnée par ρ V, scalaire de rond de M par rapport à des rond U. C'est aussi sigma rho de E lambda plus F de mi. F mi. Nous avons aussi si M appliqué à des ronds de M, des ronds V, donne rho F lambda plus G de mi. Alors, en utilisant la forme polaire, donc c'est la forme bilinéaire associée à la forme quadratique, pardon, phi de M. Nous avons psi M scalaire des rangs de M sur des rangs long mi est égal à L lambda M plus mi, U, plus M mu. C'est M scalaire des rangs de M par rapport à des rangs de V, c'est M lambda plus N fois mu. Donc, il s'ensuit le système suivant avec rho existe si seulement si. Donc, le système vérifie la condition suivante. Donc, le déterminant de la matrice constituée par ces éléments-là, donc, égale 0. Voilà, donc il s'ensuit la nouvelle caractérisation, caractérisation suivante. Donc, il s'agit d'une caractérisation qui caractérise les vecteurs qui constituent la direction principale de sigma. Donc, on dit que pour qu'un vecteur V est égal à lambda, vecteur V, vecteur C, c'est du plan tangent, donc il est qui est engendré par les vecteurs de rang M par rapport à I, de rang M par rapport à V tangente à sigma, donc soit une direction principale de sigma en M. Il suffit que le couple lambda-mi vérifie l'équation que vous voyez sur l'écran, donc cette équation-là. Voilà.
Voilà, donc une nouvelle caractérisation du point ombilique. Avant, donc, je vais citer tout d'abord la remarque. Donc, en tenant compte du résultat de la proposition précédente, on retrouve le fait que les directions principales sont les directions pour lesquelles la torsion géodésique est nulle. Oui, on a déjà mentionné ça. Donc, lorsqu'il s'agit d'un point ombilique, en tenant compte des résultats de la proposition précédente, on retrouve le fait que les directions principales sont les directions pour lesquelles la torsion géodésique est nulle. Donc, on va revenir à la proposition précédente. Donc, on a parlé de la proposition de la torsion géodésique est nulle lorsque il s'agit d'une direction principale. Donc, la remarque vise que, en tenant compte des résultats de la proposition précédente, on retrouve le fait que les directions principales sont les directions pour lesquelles la torsion géodésique est nulle. Voilà une nouvelle caractérisation du point ombilique. Pour qu'un point M de sigma soit un point ombilique, il suffit qu'il existe un nombre rho vérifiant. Phi de M est égal à rho, phi 1 M. Ce qui équivaut à dire que L est égal à rho E, M est égal à rho F et N est égal à rho G. Avec rho, donc la courbure normale dans une direction quelconque de Tm. Tout cela vient du fait que dans le point ombilique, on a dit le point ombilique, c'est le point pour lesquels, alors je rappelle le point ombilique. Le point ombilique, c'est toute direction tangente dans ce point est principale. Et on a dit que lorsqu'il s'agit d'un point ombilique, le rang 1 et rang 2, les courbures principales se coïncident et sont égales à rho, sont égaux à rho. Donc, dire qu'un point ombilique, il suffit qu'il existe un rho vérifiant la condition suivante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe déjà toutes les tangentes sont des directions principales en ce point-là. Et on a l'existence de rho qui satisfait pas mal de choses, en particulier. Donc, rho, c'est la valeur propre de l'endomorphisme psi m, associé à psi 2 de m, à phi 2 de m, à la deuxième forme quadratique. Donc, nous avons la démonstration. Donc, si M est un point ombilique, alors il existe pour toute V appartient à Tm. V est une direction principale. Alors, ça, ceci d'après la définition. M est un point ombilique si psi M possède une solution, une seule valeur propre, ρ. Par conséquent, donc c'est le fait d'avoir ρn, donc nous avons déjà caractérisé ça par le fait que rho n est égal à rho g égal à un certain rho. Donc, est une base, IIG, si I est une base de vecteur propre, non. Si M de I est égal à rho I, si M de J est égal à rho G dans l'autre côté. Donc, si lambda I plus mu G est égal à rho lambda I plus mu G, pour toute lambda I mu. Donc, pour que V appartient à Tm, V vecteur propre de psi n, et par définition, V est une direction principale. Or, rho n s'écrit de la façon suivante. Donc, rho n, c'est psi 2 de m sur V sur psi 1 de m. Donc, en utilisant les deux formes quadratiques. Donc, qui est égal à un certain. Donc, après avoir fait les calculs nécessaires, donc c'est égal à rho. D'où vient le fait que rho 2 de m est égal à rho, phi 2 de m est égal à phi 1m. Donc, les deux formes quadratiques sont égaux.
c'est pas sont égaux, donc ils sont équivalents. Voilà, donc on peut dire que les deux formes quadratiques sont égales si les coefficients sont égaux. Donc réciproquement, on suppose que phi de m est égal à rho est égal à cette expression. Donc on va aller dans le sens contraire. Donc si m elle est est donné par rho 1 i, si m est donné par rho 2 g, en appliquant en fait la deuxième forme quadratique, on a rho 1 est égal à phi 1 de m appliqué à est égal à rho. Donc rho 2 est égal à rho. Phi m est égal à v est égal à rho v. Donc C est un point empirique. Alors pour le calcul des courbures principales, donc une méthode pratique pour calculer les courbures principales. Voilà. Et donc, pour le calcul des courbures principales, revenons au système suivant. Alors, quand peut-on écrire de la façon suivante? Donc, en réarrangeant les choses, on trouve l'équation suivante. Alors, ceci permet en fait par la suite donc, en essayant de résoudre l'équation, donc on va supposer qu'il existe un certain nombre d'amis donc un couple qui est l'objet de la solution du système donné. On peut conclure que que le déterminant du système est nul. Par suite, toute courbure principale ρ 1 et ρ 2 sont solution de l'équation suivante. Regardez l'équation. Donc, ils sont solution, ρ 1 et ρ 2 sont solution de cette équation-là. Donc, on remarquera que si l'équation ci-dessus possède une racine double ρ 1 et ρ 2 qui est égale et sont égaux, le point M est un point ombilique. Vérifie phi de M comme ce qui a été mentionné dans la proposition précédemment citée. Donc phi de M est égal à rho phi 1 M. Par contre, par conséquent, donc on peut définir une nouvelle notion, c'est ce qu'on appelle la courbure totale ou bien la courbure de Gauss aussi, ça s'appelle la courbure de Gauss. Donc c'est le nombre K qui est égal à rho 1 fois rho 2. Donc c'est une notion essentielle dans la géométrie des courbes du surface, la courbure totale. Mais on a aussi la somme divisée par 2 de, de rho 1 et rho 2 est appelée la courbure moyenne. Voilà, donc c'est la courbure moyenne. On pourra noter que la courbure totale K est le déterminant de la matrice de l'endomorphisme psi et que le nombre 2 gamma est sa trace. Pour le vérifier, il suffit d'utiliser une base IG formée de vecteurs propres. Ouais. Ok, je m'arrête là pour la première séance. Donc, si vous avez des questions, je vous écoute. Vous avez des questions?